Bon, alors donc l'idée, c'est qu'on on va reprendre avec Gérard Crovisier donc la notion du symptôme. Et bon, je voulais juste faire d'abord en 3 minutes un résumé de ce qui s'était dit les fois précédentes. Donc ici, on a une présentation du nœud borroméen à 3, n'est-ce pas, avec articulation réelle, symbolique, imaginaire. Ok. Ce que nous enseigne Lacan dans le séminaire qui a suivi le séminaire RSI, c'est qu'il serait plus logique de penser un nœud à 4, c'est-à-dire comment est-ce que les symptômes se réorganisent chez le sujet, dans le meilleur des cas, sous forme de sorte de sublimation que Lacan appelle symptômes. Alors, c'est-à-dire que ici, les 3 nœuds forment un nœud borroméen, c'est-à-dire qu'ils tiennent tout seuls. Dans le cadre du nœud à 4, ils ne tiennent que grâce au 4e. Alors, c'est-à-dire qu'on a à ce moment-là affaire à un empilement réel, symbolique, imaginaire, et qui vient et qui a un nouage qui se fait du symptôme de ce 4e rond autour des 3 autres de façon à les faire tenir. Il y a plusieurs présentations. Celle que je préfère, c'est celle-ci. Alors, dans cette présentation-là, on voit si on regarde de très loin en arrière, on revoit le nœud borroméen, avec les 3 ronds. Réel, imaginaire, symbolique. Avec cette particularité que là, en fait, il y a ce 4e rond en noir qui vient nouer, parce que vous comprenez bien que si on enlève le noir, eh ben, vous voyez bien que le vert ne tient plus, le rouge ne tient plus, le bleu ne tient plus. Par contre, avec le symptôme, le noir qui vient se boucler comme cela, eh bien, ça permet à l'ensemble de tenir, premièrement. Deuxièmement, ça donne un aspect, si on le regarde de loin en arrière, ceci, qui est composé de 2 consistances, peut apparaître également comme une consistance, comme si c'était un tore. Voilà. Alors, ceci, donc, au niveau de la clinique, venant se nouer au symbolique de façon comme outil de sublimation. Donc voilà donc là où ce que je voulais redire sur les parties précédentes. Et maintenant, donc, Gérard Crovisier va poursuivre avec d'autres raisonnements et d'autres présentations. Voilà, tiens. Ça, il faut l'accrocher, Vas-y. L'accrocher quelque part. Voilà, comme ça. Alors, ce que vient de dire Jacques, là, sur 3 libres, tout noué par un 4e, dit le symptôme. Il y a toute une autre partie, toujours dans le même séminaire, le symptôme, où il va s'agir non plus de nouage de 3 libres avec un 4e, mais du nouage d'un trèfle raté avec un autre nœud, un autre rond. Le symptôme, c'est certainement le séminaire où il a travaillé le plus sur la question du trèfle. Alors, voilà, donc je parle là du triskel central sur le 3 borroméen. Ici, le noir, le rouge, le vert, ça c'est le triskel central. Bon. Donc ils sont noués borroméennement. Et à plusieurs reprises, il va dire le trèfle vient du 3 borroméen. Et il ira jusqu'à faire un trèfle que j'ai très mal dessiné, là,
où il va mettre 3 couleurs. Entre chaque croisement, il met une couleur. Entre 2 croisements, il met une couleur. Et puis là, j'ai montré quand on remonte cette partie inférieure au-delà des 2 autres, ça va donner ça s'appelle le dual du trèfle. Et c'est ce que Lacan nommera dans son séminaire le double 8. Oui. Est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, Gérard, avec tes mains manuellement, montrer comment il déplace le verre au-dessus du reste, pour faire quand tu dis qu'il faut passer la branche verte, la partie verte sur le le verre, il naît là, hein, et il va faire ça. Hein. Ah, d'accord. Bon, après tu l'étires, c'est ça qui va être le verre. Hein, voilà. Le verre d'ici, il sera là. Ok. Mais il se peut qu'il y ait des erreurs. Hein. J'ai passé beaucoup de temps à faire tous ces trucs-là et régulièrement je me plante. Vous verrez qu'il y a aussi des erreurs si vous êtes attentif, tant dans la version du seuil que dans la version d'Ali. Ce qui ne veut pas dire que les gens qui ont fait les dessins sont pas compétents, mais c'est que l'erreur se glisse très très souvent. Hein. Donc je disais tout à l'heure, plusieurs fois, Lacan, il dit qu'il a passé tout le week-end à se prendre la tête, à se casser la tête sur des histoires de nœuds. C'est très compliqué. C'est comme si on n'était pas apte, je dirais, à cette écriture-là, enfin, si on peut parler d'écriture. Hein. Je ne sais pas, pour un Chinois qui écrit autrement, si il s'y retrouverait plus facilement. Alors là, je vais afficher des passages du rond simple au double 8 et au nœud de Lacan. Parce que c'est un potin du diable. Voilà. Donc là, on a un rond simple, on le plie une fois. Après, les 2 cercles là, on va les remonter en languette. Il n'y aurait pas une 3e pince des fois. Voilà, on les remonte en languette et ensuite on fait passer une languette sur l'autre. Et ça donne, c'est l'équivalent du trèfle, ça c'est le dual du trèfle, mais raté. Hein, raté parce qu'il ne tient pas. On peut tout redéfaire, se retrouver au niveau du rond simple. Pour le faire consister, il faudra faire ici ce qu'on appelle une homotopie de Milnor, c'est-à-dire une traversée de la corde par elle-même, hein, sur le même nœud. Ici, il n'y a qu'un nœud. Hein. Donc, le dessus, ici, devient le dessous. Hein. Et là, ça ne bouge plus. Là, ça fait un trèfle. Si vous poursuivez ce que j'ai amorcé ici, si vous poursuivez la traversée des languettes l'une sur l'autre, vous obtenez cette figure. Et si vous faites 2 homotopies, une ici, hein, qui est là, c'est-à-dire
là c'est au-dessus, là ça passe en dessous, et là ce qui était en dessous, ça passe au-dessus, on obtient le nœud de Lacan. Alors, le nœud de Lacan, il est très intéressant, puisque là il y a 5 croisements, mais les croisements n'ont pas tous la même valeur. C'est-à-dire, pour certains croisements, quand vous les défaites par homotopie, on va retrouver un rond simple. Et pour d'autres croisements, on va retrouver un trèfle. Hein. Donc, ils n'ont pas la même résistance, les croisements. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Là, je vais passer au travail de Lacan sur le trèfle raté. Là, j'ai mis les pages sur les différents dessins qui correspondent à l'édition du Seuil. Donc, vous voyez bien que c'est un trèfle raté, puisque ça, je peux le remonter ici. Il ne reste plus que ce croisement-là. Et puis, je fais une torsade et c'est dénoué. Hein. Il n'y a plus qu'un rond. Donc, par rapport au trèfle réussi, hein, donc, il y a 3 croisements. Dans le trèfle réussi, il y a une alternance entre les dessus-dessous. Hein. C'est-à-dire, si je suis ce brin-là, là, je passe au-dessus. Dans le vrai trèfle, je passe en dessous. Après, je repasse au-dessus, je repasse en dessous. Et dans le vrai trèfle, je repasse au-dessus. Donc, c'est ce croisement qui est fautif, ici. Le croisement fautif, c'est le croisement qui est au milieu de 3 croisements identiques. Hein. Là, vous voyez au-dessus, au-dessus, au-dessus. Donc, le milieu, c'est là. Si je prends ceux du dessous, au-dessous, en dessous. Merde. Non, alors comment il faut que je fasse là? Oui, en dessous. En dessous. Ben non. J'arrive plus là. Oui, il y a 3 fois en dessous. Hein. Il y a un en dessous. Si tu pars comme ça. Voilà, c'est dans l'autre sens qu'il faut que je fasse. Voilà. Hein. Donc si on les compte, 1, 2, 3, c'est toujours le 2 qui est fautif. Donc ce que va proposer Lacan, c'est de mettre un deuxième rond pour stabiliser le trèfle. Et il va dire que selon où on met le rond correcteur à l'un des 3 croisements, si on le met au niveau de la faute, ça va tenir en tant que trèfle, hein, et le dual, ça sera ça. Vous m'arrêtez s'il y a des choses qui sont abstruses. Si par contre, je corrige avec le vert au niveau d'un des croisements qui, eux, sont normaux, en fait, je n'ai pas corrigé l'erreur. Donc, ça n'empêche pas que ça, par exemple, le rouge, là, ce brin-là, je vais le reporter ici et je vais obtenir ça. Hein, c'est-à-dire, il n'y a plus de trèfle, il y a juste un croisement. Alors, on appelle, enfin, Vapro fait circuler en tout cas ça, quand il y a un croisement sur une même corde. On appelle ça un croisement propre. Quand c'est un croisement entre 2 cordes différentes, on appelle ça un croisement impropre. Et ce qui montre donc qu'il y a une réversion possible. Il suffit de donner au rouge qui est croisé comme ça, de lui redonner une forme ronde simple pour que ça plie le vert en 8. Hein. Donc ça, c'est strictement équivalent. Hein. Remarquez que là, je ne sais pas comment on dit, dextrogir ou lévagir, enfin, on va dire que le trait plein,
dans le centre, là, il va de en haut à gauche vers en bas à droite, il restera en haut à gauche, en bas à droite. C'est pas possible de retrouver l'autre sens, c'est-à-dire que le trait vert serait continu ici. Hein. C'est-à-dire que il y a un trèfle droit et un trèfle gauche. On ne peut pas passer de l'un à l'autre par transformation continue. Et celui-ci, donc, quand c'est corrigé, c'est la même chose. Hein. Ça et ça, c'est la même chose. Sauf que Lacan ne va pas dessiner le résultat de ça s'il inverse le vert par rapport au rouge. Il va dessiner ceci. Hein. Donc quand on inverse le vert par rapport au rouge, on va obtenir ceci. Voilà, je vous fais circuler en corne. Hein, ça, c'est ce qui est en bas. Hein, voilà. Et ça, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure du nœud de Lacan. Hein. Donc, ça bouge tout le temps, ça se déforme, et on est très vite perdu. Donc, en fait, quand vous voulez travailler, il faut à la fois travailler sur des cordes et sur des dessins. Hein. Le dessin, mémoire de ce que vous avez fait en corde. Si vous ne gardez pas une mémoire, tout de suite, vous tirez sur un truc, vous êtes tout de suite paumé. Alors, là, Lacan va parler... Donc, à propos d'ici, il dit que ça se renverse de l'un dans l'autre. Il dit que les deux sont équivalents. Et puisqu'il y a équivalence, il n'y a pas de rapport. Là, quand on passe de l'un à l'autre, il n'y a pas d'équivalence. Donc il y a rapport. Et il va parler à cette occasion de rapport sexuel. Il va donc utiliser cette figure-là pour dire que pour un homme, en rouge, une femme est un symptôme. Vous voyez que ça le fait tenir le nœud, là. Hein. Par contre, pour une femme en vert, un homme, ça sera pire qu'un symptôme, ça ira jusqu'au ravage. Hein. On voit bien que ça tient pas bien que les trois croisements subsistent, là. Hein. Ici, on voit bien que ça... Hein, le vert, on peut encore le serrer plus, et de fait, les trois croisements vont persister. Ici, ça va, c'est beaucoup plus souple, malléable. S'il te plaît, tu pourrais montrer manuellement comment il tord... Alors, c'est ce que... Oui, vas-y, excuse-moi. Comment il défait, enfin, comment il tord cette figure de gauche pour obtenir celle de droite. Voilà, alors c'est le dessin suivant. Et ça, je ne l'ai jamais vu. Alors, j'ai pas tout vu, bien sûr. Hein. Enfin, pas seulement chez Lacan. Chez personne, je ne l'ai vu. J'ai pas vu ça chez Vapro, j'ai pas vu ça chez Jeanne Lafont, j'ai pas vu ça chez René Lève, j'ai jamais vu ça. Les deux figures précédentes, celle-là qui vous a tiré du séminaire. Oui. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est comment on passe de l'une à l'autre figure. Ah oui, c'est ça. Hein? Oui, parce que c'est ça qui s'en fait Alors, comme Lacan ne les a pas montrés, hein, y a des personnes, ils disent, en fait, on ne peut pas passer de l'un à l'autre. C'était aussi un peu le propos de Michel Thomé, à l'ISIMAC la dernière fois. Il parlait d'erreur collective. Hein. À un moment, Lacan dit... On ne peut nouer borroméennement des trèfles qu'au nombre de 3. Au-delà de 3, c'est plus possible. Hein. Et Michel Thomé
a pu réaliser un nouage de 4 trèfles borroméennement. Et quand il s'est attelé à ce travail, Souris lui faisait obstruction. Il disait, mais non, c'est pas la peine. Lacan, il a dit que c'était pas possible. Et il a réussi à le faire. Il l'a montré à Lacan, qui était très content de voir cette possibilité-là. Voilà. Et il disait, si personne ne montre, ça reste comme ça. Un maître du moment a décidé que c'est comme ça, qu'on ne peut pas aller au-delà. Et voilà. Il vous a montré, il vous a fait cette démonstration, Michel Thomé, avec 4 trèfles? Non, mais elle est dans le séminaire. C'est 4 traits linéaires. C'est sous forme de tresse. Sauf que c'est une tresse qui n'est pas régulière dans les dessus-dessous. Il n'y a pas une alternance régulière entre les dessus-dessous. C'est-à-dire, une même corde peut passer 2 fois de suite sous d'autres cordes. Ce n'est pas forcément une fois au-dessus, une fois en dessous de l'autre, une fois au-dessus de l'autre, etc. Donc ça donne mais j'avais fait la réunion de la tresse, et effectivement, c'est 4 trèfles qui sont noués borroméennement. Alors, j'ai essayé de vous faire... alors, voilà un double 8. Donc, ça doit être un double 8 raté. On va le montrer. Voilà. Hop. Alors, après, j'ai fait le double 8 ici avec le rond vert qui encercle. Ensuite, je passe à cette figure-là. Donc, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a torsadé un rond, qu'on a fait un croisement, les languettes, on peut les rapprocher par en haut, au-dessus du croisement. C'est clair, là, ce que je dis? Je remonte sur le dessin, là. Là, voilà, j'ai fait un croisement, après j'ai 2 languettes que je rapproche et que je vais faire se superposer. Ça va faire un double 8 raté. Il est raté. Pour qu'il tienne, il faut qu'il y ait une homotopie au centre. Alors, j'en étais où? Donc voilà. J'écartèle, donc je fais l'opération inverse de ce que je viens de montrer. J'écartèle les 2 languettes. Là, on les voit. Et voilà le chemin que prend le vert. C'est pas celui-là. Voilà. C'est celui-ci. Je vous le passe. Donc là, tu écartèles les 2 rouges. Voilà. Et ça donne cette figuration. Ça donne ça. D'accord. Okay. Maintenant, je vais faire en sorte... Donc, là, je vais noter. Ici, il y a 3 croisements propres rouges. Et il y a 1, 2, 3, 4 croisements impropres. Donc là, j'aurais dû mettre un C. Oui, 3 croisements propres. Voilà. Bon. Quand on passe à cette figure, on est passé de 1, 2, 3 croisements rouges, purement rouges. Il n'y en a plus qu'un là. Donc là, on a un croisement propre en rouge. Entre le rouge et le vert, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 croisements impropres. À l'étape suivante, je vais, cette languette-là, la retourner. Là, on a quand je lis de haut en bas, on a le vert qui passe au-dessus et après en dessous. Si je retourne la languette,
de haut en bas, le verre passe d'abord en dessous et après au-dessus. Et ça induit un croisement sur le verre. Hein? Voilà. Donc ça, c'est celui-ci. Donc là aussi, il y a, hein, si on s'amuse à donner une notation, enfin avec des chiffres, hein, des nœuds, ça va changer. Hein. Donc là, on garde toujours un croisement propre rouge. On a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 croisements impropres. Et maintenant, on a en plus un croisement propre vert. Alors, je vais faire maintenant glisser la languette vers du haut sur celle du bas. C'est ce qui se passe ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en faisant glisser une languette sur une autre, je crée 2 croisements supplémentaires. Tu la fais rentrer dans celle du bas? Non, je la fais glisser dessus. Dessus. Hein? D'accord. Là, le verre qui est dessus, il passe là, et il vient ici. Hein? Il vient là. Hein? Celui qui est en dessous, ben, il reste en dessous là. Hein? Voilà. On est là. Hein? Celui-là, il est venu ici. Celui-là, il est où? Ouais, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est plus complexe. Il est ici, il n'a pas changé. Voilà. Simplement, maintenant, il est superposé avec le verre qui est passé au-dessus. Ouais. Alors, voilà. C'est ça la figure. Donc, dans cette nouvelle disposition, j'ai toujours un croisement propre rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai toujours 8 croisements impropres. Pardon? On voit mieux sur ton dessin que sur la fiche. Oui. Oui, ben, j'ai essayé plusieurs trucs pour... parce que je trouve que c'est pas évident à montrer, quoi. Hein. Donc là, 8 croisements impropres, hein, c'est-à-dire entre 2 nœuds différents. Et maintenant, on est passé à 3 croisements propres verts. Attends, montre-les bien avec... Oui, je vais te les montrer. 1, 2, 3. Hein. Maintenant, il y en a 3. Et maintenant, là, cette partie rouge, je vais la baisser pour la déplier, pour qu'il n'y ait plus qu'un rond simple. Hein. Ça va donner ça. Alors, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, il y a juste l'orientation qui est différente. Hein, et vous reconnaissez que c'est celui-là. Hein. Oui. Si vous faites un quart de tour, hein, c'est le même. Et à ce moment-là, donc, il y a maintenant 0 croisement propre rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a toujours 8 croisements impropres. Et 3 croisements propres verts. 3 croisements propres. Voilà. Donc ça, c'est le ravage. Oui, oui. C'est-à-dire que quand on parle de ça, on n'obtient pas le même nœud où il y aurait inversion des couleurs. Hein. C'est-à-dire où le vert sera à la place du rouge et le rouge se serait concentré sur cette pastille centrale. Ça, c'est pas possible, ça. Ce qui est très différent de l'autre nœud précédent, de ça, hein, qui s'appelle le nœud de Whitehead et qui a été utilisé pour parler du fantasme. Hein. Dans le fantasme, il y a une équivalence, il y a une réversibilité, il n'y a pas de rapport. Et ici, il y a du rapport.
Et donc, il va dire du rapport sexuel. Alors, là, je vais lire un petit peu parce que moi, j'ai trouvé le développement que donne Lacan du trèfle réussi et du trèfle raté et du trèfle corrigé assez complexe dans le séminaire Le Saint-Homme. Alors, dans la séance du 16 décembre 1975, après avoir parlé du borroméen à 3, il poursuit sur le nœud à 3, c'est-à-dire le trèfle, qui homogénéise le nœud borroméen. C'est-à-dire que nous y mettons en continuité l'imaginaire, le symbolique et le réel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une corde. Il n'y en a plus 3, il n'y en a plus qu'une. Ce nœud à 3 est le support d'un sujet tel que les 3 registres sont, ça, je cite Lacan, une seule et même consistance, et c'est en cela que consiste la psychose paranoïaque. Quand il y a continuité entre réel, symbolique, imaginaire. Dans le trèfle. Dans le trèfle. Puisque tu n'as qu'une, pas dans le nœud, dans le trèfle. t'as qu'une corde. Il n'y a plus qu'une corde. Et ça justifie les actions et les exactions du paranoïaque qui se sent légitime puisqu'il souffre, c'est qu'on l'a agressé et qu'il doit se défendre. Il y a une espèce de continuum entre réel, symbolique et imaginaire. Il est entièrement justifié à son action. Donc voilà, ça c'est ce qu'il dit à propos du trèfle réussi. Une seule consistance, c'est la psychose paranoïaque. Le 10 février suivant, il va utiliser encore le trèfle pour cette fois-ci évoquer la folie. Il n'évoque pas de psychose à propos de Joyce, mais il utilise le terme Verwerfung et dira qu'à l'endroit de la parole, on ne peut pas dire que quelque chose n'était pas à Joyce imposé. Il avait comme ça des paroles imposées qu'il percevait de l'extérieur, aussi bien des fragments de discussion autour de lui qu'il réutilisait après dans son œuvre. Les fragments, il les incorporait tels quels. Ça, c'est le trèfle quoi? Là, il montre un trèfle normal. Donc, lorsqu'il y a continuité des registres réels, imaginaires et symboliques, il n'y a plus qu'un seul rond où s'inscrivent les 3 registres qui fait passer de l'un à l'autre sans distinction. Donc, et puis on a vu qu'il proposait ultérieurement de déposer 3 couleurs sur les 3 arcs du trèfle réussi. Ce qui n'appliquera pas au trèfle raté. Il n'utilisera pas des couleurs différentes sur le trèfle raté. Il n'utilisera qu'une couleur. Alors, dans un autre séminaire, Les Noms du Père, il évoque aussi la folie à propos de manque aux 3 borroméens. Quand il y a un de ces ronds de ficelle qui vous manque, vous devez devenir fou. J'ai rappelé ça pour montrer que quand il parle de la folie, il peut en parler de façon différente topologiquement, soit au niveau du 3 borroméen, soit au niveau du trèfle. Je ne sais pas pourquoi, à quelle évolution ça correspond dans son esprit, je ne sais pas. Donc, pour revenir donc au trèfle, chez la plupart, le symbolique, le réel et l'imaginaire sont embrouillés au point de se continuer les uns dans les autres, à défaut d'opérations qui les distinguent. Du même coup, ce n'est pas un privilège que d'être fou.
Donc là, il parle toujours du trèfle réussi, et là, il parle de folie. Là, il ne parle plus de psychose. Hein. On est à 2 mois d'intervalle. Ce que je propose ici, c'est de considérer le cas de Joyce comme répondant à une façon de suppléer un dénouement du nœud. Et à ce moment-là, Lacan va enchaîner sur le dessin d'un rond simple, que je vous ai montré tout à l'heure, qui va replier en faux trèfle. Hein. C'est ce que les 4 dessins-là, c'est page 88 hein, de l'édition du Seuil. Alors, il parle du trèfle, mais ce qu'il montre, c'est un trèfle raté. Alors, et ce faux trèfle, il y rajoute une boucle. Donc la boucle, c'est ça, hein, ou ça. Du coup, il pourrait être légitime de se poser la question d'à quel trèfle, juste ou athée, correspond la folie. Enfin, moi, c'est la question que je me pose, puisqu'il fait le même commentaire de folie à propos du trèfle réussi et après à propos du trèfle raté. Or, si le trèfle n'est pas raté, s'il est réussi, il n'y a pas lieu d'y apporter de suppléance. Une semaine plus tard, c'est-à-dire le 17 février, toujours dans le symptôme, il refait usage du trèfle raté. Mais cette fois-ci, il ne va plus mentionner la folie. Il propose 2 types de correction du ratage. L'une au lieu du croisement erroné, que je vous ai montré précédemment, et l'autre au lieu d'un des croisements qui était juste. Dans ce second cas, donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là, hein, la réversion, l'équivalence, il n'y a pas de rapport. Donc on peut les retourner l'un dans l'autre par transformation continue et ça donne le même nœud. Ils sont inversibles, strictement équivalents. Par contre, si la réparation par un deuxième rond intervient au niveau de la faute, de l'erreur du trèfle, pour qu'il ne se trivialise pas, c'est-à-dire qu'il redevienne un rond simple, on va obtenir 2 formes différentes du nœud à 2 ronds qui ne sont pas équivalentes. Alors, je repasse. Ben voilà, hein, les 2 formes, voilà, hein, elles ne sont pas équivalentes. Et là, il dit, où il y a symptôme, il n'y a pas équivalence sexuelle, c'est-à-dire il y a rapport. Là où il y a rapport, c'est dans la mesure où il y a symptôme, c'est-à-dire où l'autre sexe est supporté du symptôme. Comment comprendre cette phrase? Que l'autre sexe prend fonction symptomatique de support pour le sujet. Hein, et Black, quelqu'un me disait récemment, à propos de ce qui faisait attrait pour lui dans la rencontre avec un autre, j'allais être pris en charge par l'autre, sinon j'allais dans tous les sens. Hein, dans tous les sens, j'entends, il se défait, quoi. Il n'y a plus rien qui lui permet de maintenir les 3 croisements. Donc Lacan va donner un commentaire différent pour chaque état, pour cet état-là et cet état-là. À propos de celui-ci, le symptôme, c'est précisément le sexe auquel je n'appartiens pas, c'est-à-dire une femme. Si une femme est un symptôme pour tout homme, signifierait-elle, ça c'est moi qui me pose la question, qu'elle peut ainsi faire tenir l'homme debout, dans le meilleur des cas, tel s'amuse? Est-ce que c'est ce que développe Lacan, est-ce que c'est pour tout homme, véritablement, ou c'est pour tout homme fou?
la réparation est centrée directement sur le croisement fautif, et il ajoute « Le ver ne saurait franchir la bande externe du double 8 rouge. » Il peut pas passer. Le ver, là, il peut pas. Il peut pas aller au dehors. Il peut pas s'étendre. Donc, le symptôme femme permettrait à l'homme de maintenir une cohésion. Mais précédemment, Lacan a évoqué le cas de Joyce qui, face à la démission paternelle, il dit une Verwerfung de fait, c'est-à-dire un trèfle raté. Il a trouvé compensation dans le fait de se sentir appelé et dans son désir d'être un artiste qui occuperait tout le monde. Donc, à l'inverse de son père. Son père, il n'est pas connu, quoi. Il n'a pas fait d'œuvre. C'est de se vouloir un nom que Joyce a fait la compensation de la carence paternelle. Joyce va se faire un nom de son propre nom, du nom de son père, qui est lui-même, ce nom a été transmis par le père, il est déjà avant lui. Un patronyme donc qui remonte dans le temps bien au-delà du père. Mais en lui accolant son prénom, James Joyce, comme signature de ses œuvres, c'est pas seulement Joyce, son nom, Joyce, devient son nom aussi pour lui tout seul, comme sujet. C'est plus seulement le nom d'une succession de générations, de par son œuvre qu'il a signée de son nom et de son prénom. Il s'auto-engendre. Ah oui, il y a de ça. Oui, 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 oui. Oui, il s'auto-crée, oui. Il est détaché de la lignée, il ne se désigne plus que lui seul. Sa création promeut son nom propre, qu'il assigne, James Joyce, et lui donne consistance autre qu'imaginaire. Parce que son œuvre, elle est là. C'est pas seulement ses pensées imaginaires. Son symptôme part de la carence de son père, donc j'ai écrit là, son symptôme part de la carence de son père, et son symptôme renvoie à l'art tellement particulier de Joyce. Lacan souligne l'importance des lettres d'amour de Joyce à sa femme, Nora Barnacle, et Lacan dit « Qu'est-ce que c'est donc que ce rapport de Joyce à Nora ? Chose singulière, je dirais que c'est un rapport sexuel. Encore que je dise qu'il n'y en a pas. Mais c'est un drôle de rapport sexuel. Non seulement il faut qu'elle lui aille comme un gant, mais il faut qu'elle le serre comme un gant. Elle ne sert absolument à rien. » Donc, Lacan, en général, parle plutôt de nos rapports sexuels. Là, pour moi, c'était assez... Qu'est-ce qu'il veut dire, là, tout à coup, Donc, dans les noms du père, il a donné une formulation logique du non-rapport. Qu'il n'y a pas de rapport sexuel tient à l'absence de fonction F qui ferait le rapport. Cette fonction, donc ça c'est mathématique, de l'homme par rapport à la femme. Cette fonction de la femme par rapport à l'homme. Il n'en existe pas qui puisse s'écrire. Je reprends peut-être les feuilles précédentes pour écrire dessus, ou j'écris en dessous, quoi. Ouais, je vais écrire là, il y a assez de place pour ça. Alors, comment il écrit ça ? Donc, existe f, une fonction, il n'en existe pas. Il n'en existe pas de fonction telle que x, y, qui articulerait x à y. La seule chose qu'on pourrait écrire, c'est qu'il n'existe pas de x dont on puisse dire qu'il ne soit pas vrai qu'être homme
ce n'est pas être femme. Attends. Ah, je l'ai relu plusieurs fois. Vas-y, répète ta phrase et je termine. Répète. La seule chose qu'on pourrait écrire, hein, puisque ça, on ne peut pas l'écrire. Enfin, on écrit une négation, on ne peut pas l'écrire. Hein. On ne peut pas écrire F de X. Oui, ça n'existe pas. D'accord. Ce qu'on pourrait écrire, c'est qu'il n'existe pas de X. Hein, alors là, je vais l'écrire ici. Donc, là, il est passé à « il n'existe pas de X ». Dont on puisse dire qu'il ne soit pas vrai qu'être homme, ce n'est pas être femme. Oui. chiant dans les négations. Oui, oui. Hein, et donc, il écrit ça ici, X, Y, avec une négation. Il n'existe pas de X. Donc on peut dire qu'il n'existe pas de X. Donc on puisse dire Que ce ne soit pas vrai. Que ne ce soit pas vrai, donc que ce soit pas. Donc on puisse dire que ce ne soit pas vrai. On pourrait dire, il est vrai qu'être homme, ce n'est pas être une femme. Eh bien ça, non, c'est nier ça. Enfin, c'est comme ça dans le texte, et aussi dans ce que tu as retraduit à partir des bandes sonores, c'est le même texte. Hein. Ici, Lacan ne parle pas de rapport sexuel, mais d'union sexuelle. Le ratage dans cette affaire, c'est-à-dire ce par quoi la femme n'existe pas, c'est bien en quoi cela même, elle arrive à réussir l'union sexuelle, l'union de un avec deux. Et c'est là qu'elle joue son rôle à bien montrer ce que c'est qu'un nœud. C'est ce par quoi l'homme, lui, réussit à être trois, RSI. Cette triplicité dont une femme parfois fait sa réussite en la ratant, c'est-à-dire dont elle se satisfait comme réalisant en elle-même l'union sexuelle. Union sexuelle, est-ce que ça vaut pour rapport sexuel? Bon, c'est la question que je me pose. Là, il ne parle pas de rapport sexuel. Bon, l'union, c'est un peu le contraire du rapport. Puisque si tu mets deux éléments en rapport, tu les mesures. Tandis que là, au contraire, il suggère une réunion. Ouais. Une réunion des deux partenaires, on va dire. Ouais. Il dit l'union sexuelle se fait en elle. Bon, on peut comprendre ça purement anatomiquement, machin, mais je ne suis pas sûr que ce soit que ça. Quand il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel, il dit et pourtant ça baise. Donc oui, le rapport sexuel, c'est pas. Non, ça n'a rien à voir avec l'organisme. C'est pas l'huile, c'est pas la conjonction des physiques. C'est pas la réunion, c'est ouais. Pas l'union de deux sujets. Que Nora sert Joyce comme un gant signifierait qu'elle a donc pu aussi remplir cette fonction symptomatique de réparer le trèfle raté, d'enserrer le double 8 rouge, hein, donc ça serait Joyce, par le rond vert qui serait Nora, d'assurer une pseudo-triplicité à son homme. Je la dis pseudo, puisque si elle n'est pas là, la triplicité, ça devient un rond trivial, hein, ça ne tient pas. Alors là, des petites citations là, dans un bouquin qui s'appelle Nora, de Brenda Maddox. Par ses efforts, Nora avait sauvé Joyce de l'alcoolisme. Sans ses rappels constants, Jim, tu as assez bu, l'habitude aurait englouti sa capacité de travail. Bon, dans les différents bouquins de recensement des courriers de Joyce, il y a eu plusieurs auteurs, là je ne les ai pas en tête, il est effectivement très porté sur l'alcool et la bouteille de whisky. Y a-t-il alors un lien entre l'œuvre et Nora?
encore une citation de Brenda Maddox, sa tragédie à Nora fut que jamais Joyce ne parut s'apercevoir que leur vie de famille et l'appétit sexuel de Nora, qu'il admirait tant, étaient sacrifiés sur l'autel de son art. À l'exception du portrait de l'artiste, tous ses livres se terminent sur une femme. Bon, alors là, je me suis ensuite embrouillé dans les pages. Le recueil des lettres de Joyce à Nora va plutôt dans le sens d'une... Moi, c'est ma lecture. Hein, dans le sens d'une conditionnalité de l'œuvre et du rapport sexuel. Il écrit un moment à Nora, donc ça c'est un petit bouquin qui est sorti l'année dernière, je crois. Lettres à Nora. C'est-à-dire c'est uniquement les lettres de Joyce à Nora. On n'a pas retrouvé les lettres de Nora. Ça avait été publié une première fois il y a très longtemps, dans les années 40, je crois, puis ça n'avait pas été réédité. Donc, Joyce écrit « Si je dois écrire quoi que ce soit de beau ou de noble à l'avenir, ce sera seulement en écoutant aux portes de ton cœur. » Donc, il dit qu'à un moment, son œuvre fait partie de sa révolte contre l'Église catholique, contre son pays, l'Irlande, et contre l'institution familiale, c'est-à-dire toutes ses représentations paternelles. Et son rapport à Nora semble soutenir sa révolte et faire le tissu même de son œuvre. Alors, un autre exemple de phrase d'une lettre à Nora, « Qu'aucun mot n'est assez tendre pour être ton nom ». Donc il écrit ça un jour à Nora, et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, il incorpore des phrases qu'il a entendues ou que lui-même a écrit, une idée qu'il a trouvée belle, pour la réutiliser dans son œuvre. Donc cette phrase « Qu'aucun mot n'est assez tendre pour être ton nom » devient la phrase d'une lettre d'un personnage de la nouvelle Les Morts, personnage qui écrit à sa femme Greta. « Est-ce parce qu'il n'est point de mots assez tendres pour être ton nom ?» C'est à peine déformé. C'est assez saisissant par rapport à ces phrases ou entendues ou que lui-même avait prononcées, je dirais, dans la vie courante ou dans sa liaison à Nora. Il va les réutiliser pratiquement telles quelles dans son œuvre. Est-ce le mélange assumé d'émotions tendres et sensuelles chez Joyce qui fait dire à Lacan qu'il s'agit de rapports sexuels? Joyce l'écrit lui-même. Certaines pages, c'est-à-dire de ce qu'il envoie à Nora, sont laides, obscènes et bestiales. Certaines sont pures et sacrées et spirituelles. Je suis tout cela. Et plus loin, l'amour est une sacrée calamité, en particulier lorsqu'il s'allie au désir. Joyce maintient la coexistence du haut idéal amoureux et du désir sauvage et animal. Sur la même personne, elle les lui adresse crûment, sans restriction ni censure. Enfin, si vous avez l'occasion de lire les lettres, c'est cru de chez cru. Enfin, bon, j'ai lu beaucoup de Sade, j'ai lu un peu de, comment il s'appelait là, le surréaliste La part maudite, Bataille, où il a écrit l'histoire de l'œil sur l'ABC, etc. Je veux dire, c'est beaucoup plus précis chez Joyce. Quant à l'obscénité de ses lettres, il fait remarquer à Nora qu'il n'utilise jamais d'expression obscène dans la conversation, que ce n'est pas son style en quelque sorte, mais que lors de leur rencontre, de leur première fois, ce fut d'elle que vint la première obscénité, lui ouvrant ainsi toutes grandes les portes de ses tonalités. L'obscène dans ses lettres, c'est le descriptif appuyé des organes génitaux de l'un et de l'autre partenaire et des signes de leur jouissance sexuelle. Bon. Donc on n'a pas de lettre de Nora, mais dans ce qu'il écrit par rapport aux réponses que lui a fait Nora,
On peut penser qu'elle était assez partie prenante. Tu sembles inquiète de savoir comment j'ai reçu ta lettre, dont tu dis qu'elle est pire que la mienne, dans ce genre de description. Joyce y souligne également un lien intense et jaloux à Nora. Sans doute Lacan nomme-t-il rapport sexuel et symptôme cette liaison extrême entre amour et désir. Ça, c'est mon hypothèse. Mais Lacan va encore modifier sa topologie à propos de Joyce Stephen. Stephen, c'est le nom de son héros dans Portrait de l'artiste en jeune homme. Donc Stephen reçoit une raclée de la part de ses compagnons. Lacan écrit « Le rapport imaginaire n'a pas lieu. Peut-être qu'après tout, la raclée, ça le dégoûtait. Ce n'était peut-être pas un vrai pervers. » En effet, donc, quand on lit le texte, Stephen s'est débattu et les deux autres qui le frappaient, le maltraitaient, se sont enfuis. Et cette fois, il ne reprend plus le trèfle raté et corrigé pour parler de Joyce, mais un 3 borroméen raté, qui laisse glisser en dehors le rond de l'imaginaire. C'est ma dernière feuille. Voilà. Donc il explique que le nœud de Joyce, le nœud borroméen, réel, symbolique, imaginaire, en fait, ici, il y a un enlacement entre le bleu et le rouge. Le rouge ne passe pas deux fois en dessous du bleu ou vice-versa. Donc les deux sont enlacés, ils tiennent ensemble. Et le vert, il est seulement glissé entre les deux autres. Mais en fait, il ne tient pas. Il aurait fallu que le rouge passe deux fois sous le bleu pour que le vert soit coincé. Donc le vert peut foutre le camp. C'est ce que Lacan dit à propos de cette scène de Stephen Joyce. Il laisse glisser en dehors le rond de l'imaginaire. Le rapport imaginaire de Joyce à son corps propre n'ayant pas lieu, corps qu'il lâche comme une pelure. Donc dans la traduction française de Jacques Aubert de ce texte, indique qu'après la bagarre, ça c'est Jacques Aubert qui dit « Cette nuit-là, pendant qu'il s'en retournait en titubant par la Jones Road », donc ça c'est dans la traduction française de Jacques Aubert, c'est Joyce qui l'a écrit, c'est pas Aubert. Il avait senti qu'une certaine puissance le dépouillait de cette colère subitement tissée, aussi aisément qu'un fruit se dépouille de sa peau tendre et mûre. Lacan parle de pelure. Défaut de narcissisme imaginaire qui aurait supporté le corps comme image, donc absence de blessure narcissique, évanouissement de la colère et absence de souhait de vengeance, sans notion de pardon pour autant. Donc, ce que dira Lacan, c'est que par son ego, l'écriture, son nom propre, il a fait une réparation qui permet que le rond vert, que le rond de l'imaginaire ne foute pas le camp. Que ça, c'est le travail de Joyce. Ça, c'est la réparation du nœud fautif. Oui, oui. Oui. Mais on n'est pas dans le symptôme. Là, il dit ego, là. Ben oui, parce que dans le symptôme, il n'y a pas d'enlacement entre, oui. entre le vert et entre oui. le réel et les trois ronds sont libres. Sont libres. Sont complètement libres. Ouais. Parce que là, c'est pas pareil. Là, il y a un enlacement. Ils sont enlacés. Ouais. Donc, on pourrait dire qu'il y a peut-être plus une amorce de borroméen, mais il y a le 3e, il va foutre le camp, quoi. Il n'y en aura que 2 ensemble. Il y 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 en aura que 2 ensemble. Il
C'est ce qu'il aurait dit dans Les Noms du Père. S'il y a un rond qui se barre, là, l'imaginaire, vous devenez fou. Alors, je repasse maintenant à ce rond-là, qui est celui-ci. Je cite Lacan, « Il est tout à fait clair qu'il y a besoin de trouver un autre nom pour ce qu'il en est de l'homme pour une femme, puisque le saint homme se caractérise justement de la non-équivalence. On peut dire que l'homme est pour une femme une affliction pire que saint homme. C'est un ravage même. » Alors je me demandais qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Moi, ça m'a fait penser à des femmes battues par des maris alcooliques dont elles se plaignent, qu'ils ne peuvent pas quitter à cause des enfants, qui va rester avec. Et puis des fois, ça va au pire, quoi, hein, au drame avec des meurtres ou suicides, etc. Enfin, je dirais comme ça m'évoque le sacrifice au sens large. Donc, ici, le montage ne fait pas suppléance paternelle. Hein. Le rond de réparation reste lâche, n'en sert pas directement le croisement fautif. Hein. Lacan dit « le rouge est externe au double, le rouge est externe au double 8 vert. » Comme si la réparation ne tenait pas vraiment, rater son but, que son rapport à l'homme n'empêche pas qu'elle se défasse. Ce ravage peut-il être un effondrement du sujet? N'y a-t-il pas choix d'un homme tel que le couple se vive de cette façon? Une jouissance secrète et destructrice et non un désir d'une femme pour un tel homme. Serait-ce le cas de Nora vis-à-vis de Joyce? Dans toutes les correspondances que j'ai lues de Joyce, il n'y a rien qui fait penser que Nora vivait sa relation comme un ravage avec Joyce. Hein. Ils ont bien profité de la vie tous les deux, ils ont ramassé beaucoup de pognon avec l'œuvre de Joyce, et puis il y avait une nana, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui leur a énormément, enfin une éditrice, qui a énormément avancé de pognon à Joyce, enfin ça devait représenter quelque chose comme 1 million d'euros, quoi, pendant toute leur vie, quoi. Ils ont vécu dans le luxe à Paris, notamment. C'est ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est je retrouve. Et elle a un nom britannique, mais là, je ne trouve plus. Oui, je n'ai pas recherché. C'est celle-ci qui a donné beaucoup d'argent, hein, puisqu'ils ont vécu à un moment avenue Charles Floquet, là, près de la Tour Eiffel, quoi. Ils n'étaient pas dans la misère, mais il y a des moments où ils étaient dans la misère. Bon. Qu'existe un lien de rapport sexuel symptomatique d'un sujet à l'autre. Je dirais par exemple que Nora, pour Joyce, ça soit son symptôme à lui. Il me semble que ça n'implique pas forcément que ça soit réversif, que l'autre partenaire, que Nora vive Joyce comme étant son symptôme ou son ravage. Peut-être serait-ce ravage pour Camille Claudel dans son lien terrible à Rodin. Ravage comme sacrifice. Hein. Donc il y avait eu l'expression ravage utilisée là par Lassana entre mère et fille. Hein. Oui, oui. Ça, c'est dans un des écrits de Lacan, je ne sais plus lequel. Bref. Mais ravage, là, dans le Saint-Homme, c'est entre l'homme et une femme. Hein, pour une femme. Hein. Ça n'exclut pas, pour Camille Claudel, hein, donc c'est sa mère qui l'a fait enfermer, je crois. Et puis. Mais c'est sa mère qui l'a fait maintenir. Hein. Plusieurs fois, elle a voulu sortir. Elle a dit non au médecin. Les médecins étaient d'accord pour qu'elle sorte. Elle a dit non. Hein. Et elle est morte. Et son frère, elle n'a rien fait. Elle est crevée. Elle a vécu 30 ans hein, en HP. Hein. Donc, ça, d'accord, bon, on peut dire que c'est le rapport avec sa mère. Mais avec Rodin, quand elle avait sa liaison avec Rodin, bon...
Rodin, il courait après d'autres jupons, etc. Il y avait des moments où il s'inspirait fortement d'œuvres de Camille. Et donc, il y a eu un moment où elle a cassé toutes les œuvres qui lui restaient. Elle a tout détruit à un moment, avant d'être enfermée. Alors, si l'on suit la continuité des commentaires de Lacan sur le trèfle et ses ratages, ils sont associés successivement la psychose paranoïaque, la folie, le rapport sexuel. Si bien que les deux formes de nœuds du symptôme paraissent désigner réparation de la folie, même si le terme n'est pas utilisé à ce moment-là, chez l'homme et chez les femmes. Réparation par le rapport avec l'autre sexe. Pour l'homme, le symptôme fonctionne positivement. Pour une femme, non, c'est un ravage. Mais sauf que, il ne faut pas penser que c'est forcément réversible. Hein. Dans le cas de Nora, on ne voit rien qui va dans le sens d'une destruction d'elle. Ravage, c'est la même étymologie. Ravir, ravissement. Oui, oui. Bon, voilà, je me demandais si Lacan ne cédait pas à la facilité en donnant cette brève indication à propos du renversement du nœud de trèfle, enfin, à propos de ça, quoi. Bon, j'ai fini. Hein. Je ne vois pas d'explication théorico-clinique à cette dissymétrie entre ces deux formes du même nœud. Ne se rencontre-t-il pas d'hommes pour lequel une femme favorise aussi le ravage? En clinique, on voit ça quand même. Hein. Qu'entend au juste ici Lacan par rapport sexuel, le fantasme étant non-rapport? Il n'y a pas d'équivalence, c'est la seule chose, c'est le seul réduit où se supporte ce qu'on appelle le rapport sexuel chez le par-l'être, l'être humain. C'est tout de même quand nous voyons les êtres au lit que nous pouvons nous faire une idée de ce qu'il en est de ce fameux rapport. C'est désormais au symptôme que nous avons affaire dans le rapport sexuel lui-même, qui était tenu par Freud pour naturel, ce qui ne veut rien dire. Donc voilà ce que je veux, donc, en terminant, juste souligner donc, quand il utilise le mot symptôme dans le séminaire, le symptôme, quand il utilise avec 3 nœuds qu'un 4e vient nouer borroméennement, là il parle jamais de rapport sexuel. C'est uniquement à propos du trèfle raté corrigé au bon endroit par un autre rond. Et là, il dit le symptôme, c'est le rapport sexuel. Mais alors, dans la formule, la fameuse formule qui était très difficile à comprendre, là, Ouais. On ne peut pas dire qu'être homme, ce n'est pas être femme. Mm. Est-ce que c'est pas une équivalence, ça? Qui est formulée un peu Ah, je sais pas, là, il faut. J'ai pas essayé de faire des écritures logiques, tu vois, ouais. Je sais pas. Parce qu'il cite beaucoup Aristote à ce moment-là. Ouais. Il dit si Aristote avait dit ça, ça aurait été formidable, il n'est pas allé jusque-là, etc. Non. C'était un peu compliqué, là. J'ai découvert ça en dernier, j'ai pas travaillé là-dessus. Ouais. Alors moi, j'aimerais bien que tu reviennes juste au petit début, que tu me remontes le dessin du trèfle raté, s'il te plaît. Il est en haut à gauche. C'est celui-ci. Bah, puisque cette boucle-là, si je la déplie par là, je supprime les deux croisements-là, il n'y en a plus qu'un, hein, et j'ai un rond, j'ai juste un rond qui est torsadé, et je le détore, et c'est un rond simple. Hein. Ça tient pas. Ça tient pas. Hein. Parce que dans les noms du Père, il a beaucoup insisté sur la triplicité, hein, à propos notamment de la religion catholique. Ouais. Pourquoi c'est la seule vraie? C'est parce que la Trinité latine, les trois sont identiques. Alors que dans la Trinité grecque, il y a une succession. Il y a Père, Fils, Saint-Esprit. Et donc il dit le réel est triple.
il dit, ils sont triples, réel, symbolique, imaginaire, et puis il dit le réel est triple. C'est les trois ronds. C'est le fait qu'il soit trois ronds que c'est le réel aussi. Quoi. Bon. D'accord. Si, le 1, c'est 3. C'est Dieu et Trine. Le 1, c'est 3, oui, d'accord. Ouais. Donc il dit à ce moment-là qu'il n'y a pas de 2. Hein. Alors que là, on a l'impression qu'on est dans le 2. Ben oui. Enfin, dans le 2, mais il y a quand même la question du 3. Il s'agit de maintenir du 3. Hein. C'est-à-dire que le 3, c'est l'œuvre, le troisième. Oui, c'est l'œuvre. Il dit c'est l'œuvre, c'est le nom propre. Oui, enfin, c'est le nom qui s'est, c'est le nom qui s'est construit, quoi. Hein, ouais. Pour revenir au premier trèfle, pourquoi c'est ce croisement-là qui est fautif, hein, celui avec... Alors, parce qu'il faut les lire par succession. Hein. Je vais regarder les croisements dessus. Alors là, par exemple, 1, 2, 3. Hein. Après, je passe en dessous. 1, 2, 3. Après, je repasse au-dessus. 1, 2, 3. C'est dans un alterné, il n'y a pas cette succession. 1, 2, 3. Si je repars d'ici, là j'ai plus, là je devrais avoir moins. Et là plus, et là moins. Et là à nouveau plus, et alors que je suis à moins. Et là, moins. Là c'est juste. Là c'est bon, là. Je fais peut-être le dessin à côté sans défaut. Hein. Voilà, alors, on a ça. Voilà. On a ça. Voilà. Là, ils sont alternés. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà. Il y a une alternance régulière. Là, il n'y a plus d'alternance. Et donc, celui qui brise l'alternance, ben, on se rend compte que c'est celui du milieu. C'est le 2. Et je pense que c'est des questions importantes pour Lacan. Le 1, le 3, le 2, puis le 4 aussi. Je vais peut-être poursuivre sur ce que tu as dit là. Quand je vais récupérer le micro. Merci Gérard. Merci. Passionnant. Alors, Oui, on n'a pas tout compris. comment j'interprète celui-ci. Oui. Si on part du nœud trèfle, hein, puisque c'est ce qu'on avait dit, ceci correspondrait au nœud du paranoïaque. Hein. On est bien d'accord que contrairement au nœud borroméen, il y a une mise en continuité du réel, du symbolique et de l'imaginaire, ce qui justifie le raisonnement, comme dit Clavreul, orthonoïaque, c'est-à-dire parfait, du paranoïaque. Ok. Je dirais le paranoïaque parfait n'a besoin de personne, si ce n'est des êtres sur lesquels il puisse exercer son pouvoir. Mais maintenant, si on rencontre quelqu'un qui est un paranoïaque raté, hein, c'est-à-dire un paranoïaque dans lequel, dont le nœud trèfle se présenterait de cette façon-là, eh bien, on peut concevoir qu'il est un besoin impératif de la femme. D'une femme, d'une femme qui va lui permettre d'articuler son mode de jouir et son mode subjectif. Sinon, il est fou. Sinon, il est effectivement dans un mode de folie qui n'arrive même pas à être paranoïaque. Hein? Donc là, à ce moment-là, effectivement, on voit à ce moment-là quelle peut être la fonction de la femme, ou de cette femme qui va venir réparer ce paranoïaque raté. Hein?
Et ce qui indiquerait à ce moment-là à quel point cette femme est importante pour cet homme et qui va tout faire pour se la garder, et quitte à être extraordinairement jaloux, être dans un fonctionnement fou. Hein? On est dans la folie. Dans la folie, mais qui se soutient grâce à cette femme. Donc, ce qui va tout à fait dans le sens de ce que disait Lacan, que cette femme, du coup, alors il appelle ça symptôme. Bon, moi je préfère appeler symptôme lorsqu'on parle du nœud à 4. Enfin, peu importe. Appelons ça le symptôme comme lui. Cette femme est le symptôme qui lui permet de ne pas être complètement fou et d'une façon acceptable éventuellement par la société. Ok. Donc on en arrive là. Mais alors... C'est le même. Hein. Voilà, ben justement. Donc ça, on est sur le même. Avec la femme qui est le symptôme, ou enfin disons qui permet à ce pseudo-paranoïaque de fonctionner. Ok. Mais maintenant, si on se met du côté de la femme en question, le problème est complètement différent. Parce qu'elle est... La plupart du temps, elle ne peut pas faire autrement. Hein. Quand il parle de ravage, effectivement, elle va pouvoir être ravagée pendant de très nombreuses années par cette fonction, par ce type de relation. On voit bien que là, effectivement, ce sont les deux mêmes nœuds, sauf que chacun ne joue pas le même rôle. Hein. Et là pour cette femme, cette façon d'être empêché d'être fou, c'est au prix du ravage que lui impose ce pseudo-paranoïaque. Et que c'est effectivement pas symétrique. Redis la dernière phrase. Je dis que, parce que là c'est de la même façon, pourquoi est-ce qu'on peut aussi se demander pourquoi cette femme elle reste avec ? Peut-être que si elle ne restait pas avec, elle serait folle aussi, puisque là, si c'est bien cela qui est en cause, si le rouge s'en va, si le persécuteur disparaît, eh bien le vert ne tient plus. Il y a aussi de la psychose ou de la folie à minima du côté de cette femme, qui, quoi qu'elle endure, elle va rester avec. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas du tout la même symétrie, mais qu'il y a la même fonction. Il y a la même fonction de réparation pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel pseudo-paranoïaque qui va se mettre avec n'importe quelle femme. Il va y avoir de la sélection qui se fait au départ. Comme ça que je le... Enfin, sauf que c'est une femme, mais c'est aussi son œuvre. C'est aussi sa création littéraire. C'est la femme. C'est-à-dire que c'est pas seulement un paranoïaque raté, c'est aussi un artiste créateur. Oui, mais alors justement, si on regarde bien, là tu t'es arrêté à la page 100 et quelques, mais on arrive après, vers la page 150, au fameux... Ah non, c'est pas celui-là, ça c'est l'ego. Mais on arrive, je pense, à bien un moment au symptôme tel qu'on l'entend, à savoir le nœud à 4. Mais pas pour Joyce. Pas pour Joyce. Il y a un défaut, il y a ce défaut-là que l'imaginaire peut se barrer. Qu'il n'éprouve pas de colère après la bataille. Il n'a pas envie de se venger. Ça tombe comme une pelure. Voilà. Il n'y a pas le travail de « bon, je suis en colère, mais bon, finalement je laisse tomber, c'est des cons, puis je m'en fous, puis je frissens, et ça tombe comme ça, quoi. Il sent tout à coup qu'il éprouve plus rien par rapport à ça, quoi. Et il ne pardonne pas pour moi. C'est pas un pardon. Parce qu'un pardon, ça suppose un certain travail psychique. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on va peut-être en rester là alors, hein? Quand même, ce que tu nous as présenté comme
ce dessin que tu n'as trouvé nulle part, là, cette élaboration, enfin, cette aiguillage, enfin, cette élaboration que tu as construite, comment tu l'as fabriqué, ça? Comme j'ai montré. Mais comment tu l'as trouvé? Je l'avais déjà trouvé il y a plus de 10 ans, 15 ans, je ne sais plus, j'avais fait un truc sur cette question quand je bossais en même temps sur le nœud de Lacan. Et puis j'avais fait quelques dessins de passage, puis là, quand j'ai voulu reprendre mes dessins de passage, ça me semblait un fouillis, imprescriptible, je ne m'y retrouvais pas. Donc, j'ai eu la volonté, enfin peut-être sans doute à partir d'une lueur, je ne sais pas laquelle, de pouvoir faire une succession de dessins, mais un truc logique, hein, où je montre là qu'on peut déplier les deux ailes, que ça étire le verre, que le verre, on peut torsader un truc, que ça va faire un croisement sur le verre. Voilà, c'est... J'avais besoin de... dans un souci de transmission, enfin d'essayer d'être clair, quoi, hein, qu'on puisse suivre facilement le passage de l'un à l'autre. Oui, non, mais c'est tout à fait intéressant. Parce que j'avais pas fait, enfin, puisque quand je relisais mes trucs d'avant, je retrouvais pas. Bon, on en reste là alors pour ce soir, n'est-ce pas? Bon, merci Gérard Providier. Merci à vous de m'avoir écouté, parce que pour moi c'était une question très importante. Ça fait pratiquement 20 ans que j'essaie d'en parler, tu vois, avec Vapro, avec René, puis René il me dit ouais mais je crois qu'en fait on ne peut pas passer d'un nœud à l'autre, c'est évacué, enfin. Bon, je suis assez régulièrement ce qu'enseigne René depuis quelques années. Il est toujours avec le 3 et le 4. Le 4e comme Saint-Homme, mais ces trucs-là, ça n'intéresse pas. J'ai envoyé un courrier l'année dernière, il m'a répondu que là-dessus, tu vois. Là-dessus, il m'a rien répondu.